Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2026 où on va faire une revue d'actualité ensemble. Et évidemment, je vous souhaite une très belle année 2026. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo où je vous souhaite les meilleurs vœux, et ben je vous les re-souhaite sur cette vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de revue d'actualité. Je pense que c'est bien de commencer l'année par ça, pour faire un petit point des 3-4 plus gros événements qui ont eu lieu récemment et savoir comment nous on peut se placer avec tous les événements qu'il y a eu. Et Dieu sait que l'année a commencé assez fort, hein. L'année commence de manière assez tendue, mais bon, nous on va analyser ça, on va décortiquer tout ça ensemble et puis on va je vais vous exposer mes analyses, que je pense un petit peu de tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, et je vous invite à rester jusqu'au bout. Ça aide énormément pour l'algorithme, j'en ai vraiment besoin. Donc si vous aimez mon contenu, c'est le meilleur moyen de m'aider, les amis. Alors, on commence tout de suite cette revue d'actualité par la capture de Maduro par les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous habitez dans une cave, je vais vous l'expliquer. Les États-Unis ont arrêté le président du Venezuela, qui était un genre de dictateur d'une grosse puissance pétrolière, etc. Et donc, ils l'ont mis en prison aux États-Unis. Il devrait être jugé, à mon avis ce sera un jugement assez long, et donc il est mis en cause pour trafic de drogue. Voilà. Moi je pense que, je suis pas le seul à le penser, tout le monde sait que la vraie raison derrière cette arrestation, c'est tout simplement ça. Le Venezuela est la plus grosse réserve de pétrole mondiale actuellement, devant l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est une stat de 2015, et le Venezuela contrôlait du moins à l'époque 17,7% du pétrole mondial. Actuellement, de ce que j'ai pu voir, apparemment, on serait plus autour des 20% du pétrole mondial, car effectivement, les réserves des autres pays se sont amenuisées, et le Venezuela a pendant un temps extrait, on va dire, à faible régime. Ce qui explique la différence entre les chiffres de 2015 et aujourd'hui. Donc voilà, à mon avis, la vraie raison, c'est que le Vénus contrôle énormément de pétrole, et que ça donne une bonne raison aux Américains d'aller coffrer Maduro, car aussi le problème, c'est que le Venezuela était un allié de la Chine, et vous savez que les États-Unis, leur ennemi principal actuellement, c'est la Chine. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'ils essaient de faire durer un petit peu la guerre en Ukraine. Alors je dévie un peu, mais c'est intéressant. Moi je pense que Trump, en tout cas, et que les Américains de manière générale, veulent faire durer la guerre en Ukraine, tout simplement parce que la Russie est un allié de la Chine. Donc un des moyens de faire chier les Chinois, c'est tout simplement de faire en sorte déjà que ces alliés restent embourbés dans un conflit. Et donc la Chine, comme vous avez pu le voir, en a marre que la Russie reste en guerre contre l'Ukraine. Ils essaient de calmer le jeu à ce niveau-là. Et les Américains, ainsi que les Européens, qui sont plus ou moins des proxys américains, font tout pour que cette guerre continue le plus longtemps possible. De cette manière, la Russie reste embourbée en Europe dans un conflit de haute intensité, et ça l'empêche d'apporter du soutien, que ce soit militaire, au niveau des armes, ou de d'autres manières qui soient, à son allié chinois, ce qui paraît logique. Donc, encore une fois, un des alliés de la Chine, c'était le Venezuela, qui leur permettait d'avoir du pétrole à vraiment pas cher. Et maintenant que ça va tomber, que c'est tombé en fait dans les mains des Américains, et là, les États-Unis ont gagné un beau coup, au poker, entre guillemets. Ils ont fait un beau jeu, et donc ils vont pouvoir contrôler de manière indirecte la plus grosse réserve de pétrole mondiale.
Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça peut impacter le monde? Alors, on va essayer d'analyser un petit peu tout ensemble. Il faut savoir que le pétrole vénézuélien, malgré qu'ils en aient énormément, c'est du pétrole extra lourd en fait. Ça coûte cher à aller chercher. Et vous vous doutez bien que les Américains, ils vont essayer de placer leur boîte pour aller extraire ce pétrole. Le truc, c'est que déjà, les entreprises américaines, c'est encore une fois, coûtent un peu plus cher que la moyenne pour aller extraire. Et en plus, elles vont intervenir dans un endroit où ça coûte un petit peu cher pour aller extraire. Donc là, le baril, il est bas. Il est autour de 60 dollars à peu près par baril. C'est très bas et c'est pas dans les intérêts américains de garder un baril aussi bas. C'est pas non plus dans leurs intérêts d'avoir un baril à plus de 100 dollars. Hein. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer d'augmenter légèrement le baril autour de 70, 80, peut-être 90 dollars du baril, quelque chose comme ça, pour voilà, être un peu plus rentable. Parce que là, ils sont tout juste, ils sont sur le fil, en fait, ils sont vraiment sur le seuil minimal de rentabilité. Et donc, je pense que un des objectifs américains, ça va être d'augmenter voilà, le prix du baril. Donc là, vu qu'ils pourront contrôler littéralement la plus grosse réserve mondiale, je dirais pas qu'ils pourront faire la pluie le beau temps sur le prix du baril, ça marche pas comme ça, mais ils auront un impact. Et double enjeu, c'est que la Chine est un très grand importateur de pétrole. Ils ont besoin de pétrole étranger. Donc tirer le prix du baril du pétrole vers le haut, ça consiste aussi à faire chier la Chine en fait. Hein. Donc il y a de fortes chances dans les prochains trimestres, selon mes analyses, encore une fois, c'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit, c'est juste je donne mon opinion. Je pense que le prix du baril devrait pas rester à ce prix-là. Je pense qu'il devrait éventuellement encore quelques trimestres, mais je pense que là, dans les prochains trimestres ou dans un futur proche, avant 2 ans, on va dire, le prix du baril risque de monter légèrement, voire même de taper quelques pointes, quelques pics au-dessus de 80 dollars. On verra ça. Donc voilà, c'est quand même un gros événement. Et je pense que les États-Unis, après le Vénus, à mon avis, l'autre cible, ce sera peut-être la Russie. Alors, comment, je sais pas. Alors, il n'y a pas que la Russie, vous le verrez un peu plus tard, ce sera vers la fin de la revue d'actualité, on en parlera. Il y a un autre pays, je pense qu'ils vont essayer de faire sauter. Mais je pense que les Américains veulent mettre dans leur camp 2-3 pays qui causent problème. Et dans ces 2-3 pays, on a déjà un qu'ils ont réussi à faire sauter. On va voir comment ça évolue à terme. Et sinon, d'une manière plus générale, sur la situation économique américaine, je pense qu'on n'est pas loin d'une récession, parce que Trump va baisser les taux. Powell va bientôt dégager. Hein. Il me semble qu'il arrive bientôt en fin de mandat. Et donc Trump va pouvoir désigner quelqu'un qui est beaucoup plus conciliant avec sa politique monétaire. Et je pense qu'il veut du taux. Enfin, Trump veut du taux réel négatif, ce qui va être hyper inflationniste. Et les réserves, l'épargne entre guillemets des pauvres américains est bientôt cramée depuis le Covid, parce que pendant le Covid, les Américains ont épargné comme des malades, et ils ont bientôt cramé leur épargne. Et je pense qu'après ça, je pense que ce sera le début d'une bonne récession. Donc, faut rester attentif sur les États-Unis. Il se passe des choses. Il y a beaucoup d'indicateurs, énormément d'indicateurs qui le montrent. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais voilà, c'était pour parler des États-Unis, Venezuela, etc. C'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Ne me prêtez pas des idées que j'ai pas. Je suis pas pro-américain, anti-américain, pro-russe, anti-russe, machin. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, je donne juste mon avis de ce qui se passe en ce moment. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en géopolitique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est un rapport de force. Hein. Il y a des gens qui vivent dans le monde des bisounours et qui pensent que voilà, chaque pays devrait s'entraider, avoir des rapports cordiaux. C'est pas comme ça que ça marche, les amis. L'humain marche sur des rapports de force et de domination depuis son existence, et ça changera pas. Ça sera toujours comme ça. Maintenant, nous, notre but, c'est de tirer notre épingle du jeu en sachant tout ça. Et pas être comme 90% de la population à subir le truc et être comme des moutons. Et un des moyens de sortir de ça, c'est les marchés financiers, les gars. Donc voilà, à mon avis, dans le pétrole, il y a des trucs à faire en ce moment. Encore une fois, je vous donnerai pas gratuitement, mais
mes petites idées. Ça arrivera bientôt, vous en faites pas. Je vous ferai un module où j'expliquerai plus en détail, on va dire, mes stratégies sur comment je me place en bourse, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, point suivant, on va partir sur quelque chose d'assez négatif, augmentation de la CSG de 1,4% sur les gains des marchés financiers, en fait, donc ça nous touche directement nous. Voilà, l'État égal à lui-même souhaite augmenter les impôts pour, parce qu'il est en faillite, parce qu'il faut payer les retraites, parce qu'il faut payer tous les gens qui travaillent pas, les improductifs. Donc forcément, ils vont taper dans le capital. Le problème, c'est qu'ils pensent, dans la tête des Français, taper les marchés financiers, ou du moins ceux qui gagnent sur les marchés financiers, ça veut dire taper le grand capital, sauf que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont des comptes titres et qui essaient de boursicoter, des petits jeunes. Il y en a plein qui se réveillent et c'est eux qui vont se faire ouvrir 1,4%. On pourrait croire que c'est pas énorme, mais 1,4% par-ci, 1% par-là, 1,5% par-ci. Au bout de plusieurs années, ça fait mal, en sachant qu'on est déjà à 30%, on était déjà à 30%. Ça fait chier, il n'y a pas d'autre terme à dire. Ça fait chier, on est dans un pays communiste, il n'y a pas d'autre terme, et puis plus ça va avancer, et plus ça va empirer, en fait. Donc, il y a des solutions, il y a les PEA, etc., mais on est quand même très limité dans un PEA, parce que vous avez accès qu'au marché européen, donc c'est très limitant, c'est vraiment dommage. Il y a moyen de gagner beaucoup d'argent en PEA, c'est pas un problème, mais disons que ça limite vos opportunités, voilà, parce qu'il y a plein d'opportunités partout dans le monde, et voilà, et donc ils veulent vous les taxer, ces opportunités, donc le problème est là, et encore une fois, que dire de plus que voilà, nos dirigeants sont fous, au lieu de baisser les dépenses de l'État, de relancer la démographie, l'appareil industriel français, ils taxent. Donc tout ce qu'ils réussiront à faire, c'est faire fuir les capitaux, parce que plus ils vont taxer les capitaux et les gains sur les marchés et tout ce qui s'ensuit, taxer littéralement le peu de croissance qu'on a et le peu de bénéfices qu'on fait, tout le monde va se barrer, en fait. Tous les entrepreneurs, tous ceux qui accumuleront des capitaux se barreront de ce pays, et ça ne fera qu'accélérer la chute. Donc je suis pas au pouvoir, et donc les mecs qui ont du bon sens ne sont pas au pouvoir depuis des décennies, et donc comme je vous dis, ça va faire qu'empirer, d'où l'utilité d'aller sur les marchés, parce qu'en fait là, avec des mesures comme ça, il n'y a pas que ça. J'avais parlé de la loi de budget dans la dernière revue d'actualité. Avec toutes ces mesures la con, l'état de la France ne va faire qu'empirer. Et donc là, vos prestations sociales et puis votre chômage et puis votre retraite, vous l'aurez pas. Et vous en aurez de moins en moins. Ce sera de moins en moins gros. Puis au final, à la fin, vous en aurez plus du tout. Donc il faut sortir les doigts du et commencer à trouver des solutions. Alors il y en a plein, je vous invite à regarder mes dernières vidéos, je donne des petites astuces pour sortir tout doucement du système, et même lorsqu'on a des très très faibles revenus, c'est pas impossible en réalité. Mais encore une fois, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que là où on est arrivé à un tel niveau d'imposition que en fait les gens pensent que en taxant plus, on va mieux payer la dette, mais en fait non, on va faire baisser les recettes de l'État in fine, parce que ça va saboter nos entreprises et leur compétitivité. Et en sabotant nos entreprises, on va faire baisser les chiffres d'affaires, les bénéfices, etc. Et donc les recettes de l'État derrière. Et en plus, il y a la fuite des millionnaires. Il y a plein de millionnaires qui s'expatrient de France pour aller à l'étranger. Et toutes les têtes pensantes, les jeunes, etc. Donc non, c'est catastrophique. Et voilà, je voulais vous glisser ça, les gars, parce que ça nous touche directement. Et voilà, encore une fois, il y a tous les gauchistes qui vont dire ouais, mais bien fait pour les capitalistes, machin et tout. Ouais, super. Sauf que non, en fait. Encore une fois, t'as plein de petits jeunes qui commencent à ouvrir des comptes titres, à se réveiller, et c'est ces petits gars-là qui vont être taxés aussi. Donc c'est pas une bonne chose. Voilà. Colère des agriculteurs. Bon, je suis très libéral, capitaliste, tout ce que vous voulez, mais il y a un secteur que j'estime stratégique, c'est bien l'agriculture, où je pense qu'il faut une souveraineté, un minimum de souveraineté, et je pense qu'il faut importer le moins possible
en France. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre de leur métier et exploiter les sols de manière optimale. Je suis tout à fait pour le fait qu'on limite certains produits chimiques pour éviter de flinguer nos sols. Ne serait-ce que pour un intérêt stratégique, il faut que nos sols restent fertiles pour pouvoir être autonome d'un point de vue alimentaire. Hein. Demain, s'il y a le moindre pépin à l'échelle internationale, une grosse guerre mondiale et tout, si on importe 80% de notre bouffe, ça peut faire mal. Donc il faut être souverain sur la nourriture. Et je suis d'accord avec les Suisses sur le protectionnisme à ce niveau-là, parce que c'est un secteur qui est hyper important. Et je pense qu'on devrait protéger nos agriculteurs et en fait le monde agricole français, ne serait-ce que pour des intérêts vitaux en fait. Ça fait partie des intérêts vitaux de la France. On devrait être capable de produire nos médicaments, de produire notre nourriture. Sinon on se met à la merci du monde en fait. Et c'est hyper dangereux. Surtout, je vais pas rentrer dans des trucs trop tirés par les cheveux tout de suite, mais ça, en fait pas, on parlera de sujets un peu plus piquants. Mais surtout dans le monde dans lequel on va arriver, il vaut mieux être assez autonome sur certaines choses de cet acabit. Hein, voilà. Et je pense que l'agriculture, c'est un des trucs les plus importants pour pas que ça finisse en carnage dans ce qui va arriver bientôt. Donc les agriculteurs sont en colère avec toutes les lois et tout qu'ils essaient de faire passer. Et c'est tout à fait légitime. Je pense qu'il faut les soutenir. Je pense qu'il faut être du côté de nos agriculteurs. Ils ont raison de le dire. Ils sont très importants. Et puis là, on est en train de tuer le monde agricole français. Et c'est normal qu'il y en a de moins en moins. Enfin, ils n'arrivent plus à tenir la cadence. Je veux dire, quand on vous met des lentilles ou de la viande qui vient de je ne sais où, qui peut être produite avec tout un tas de produits chimiques, dans des pays où la main-d'œuvre coûte absolument rien et où l'énergie coûte que dalle, forcément, nos agriculteurs derrière, ils peuvent pas suivre, ils se font démonter au niveau de la concurrence. Et donc, il faut affronter ça, il faut lutter contre ça. Là, on est sur des sujets sur lesquels il ne faut pas rigoler. Encore une fois, c'est un secteur hyper important, un des plus importants. Sans bouffe, les gars, on va pas aller loin. Hein. Premier problème international, on est mort en fait. Donc ça va qu'on garde encore une agriculture encore à peu près correcte, mais pour combien de temps ? Dernier sujet les gars, les manifestations en Iran. Et c'est ça le deuxième pays dont je voulais vous parler, dont je pense que les États-Unis vont essayer de retourner comme le Venezuela pour les avoir dans leur camp. Donc là, on peut voir qu'il y a des grosses manifestations. Donc de ce que j'ai compris, ça part à la base de raisons économiques. Et donc c'est parti en couille. Et maintenant, c'est parti sur des manifestations anti-gouvernementales, quoi. En fait, ils veulent faire sauter le gouvernement. De ce que j'ai vu, il y a des monarchistes qui veulent réinstaurer une monarchie, d'autres qui veulent mettre en place d'autres systèmes politiques en Iran. Mais là, ça chauffe plus que d'habitude de ce que je vois. Et je serais pas étonné que les États-Unis profitent de ça pour essayer de faire sauter le gouvernement. Donc j'ai cru entendre que Internet a été coupé en Iran là, depuis plusieurs jours. Apparemment, ça a tiré dans la foule. Il y aurait eu pas mal de morts, plusieurs centaines de morts. C'est très difficile d'avoir des chiffres impartiaux là-dessus, surtout parce qu'on est en Occident, donc forcément on est des ennemis stratégiques de l'Iran, donc ça va être dur de démêler le vrai du faux, mais je pense qu'il y a vraiment des grosses manifs et un gros mouvement anti-gouvernemental en Iran, et ça m'étonnerait pas, encore une fois, que les États-Unis en profitent pour faire sauter leur gouvernement. Et je vous laisse regarder ça. C'était en 2015, mais l'Iran, ils ont aussi pas mal de pétrole, l'air de rien. Et en plus, c'est un allié de la Russie, c'est un allié de la Chine. Et s'ils arrivent à faire sauter l'Iran, enfin leur gouvernement, et à les rabattre de leur côté, ce sera un moyen de casser les couilles en fait à la Chine et à la Russie. En faisant ça, ils affaibliront la Russie. Et je pense que c'est ça ma théorie que je voulais vous exposer. Je pense que les Américains veulent
faire sauter le régime russe pour en fait avoir la Russie également de leur côté. Mais non pas parce qu'ils sont en conflit direct avec la Russie, ils s'en foutent de la Russie. Encore une fois, c'est la Chine leur ennemi. Donc ils veulent que le Vénus, l'Iran et la Russie soient de leur côté pour faire chier la Chine. Ce sont des alliés hyper importants pour la Chine. La Chine dépend de ces pays-là d'un point de vue énergétique, mais pas que. Et donc un des meilleurs moyens de les emmerder, c'est de faire sauter ces régimes et de les faire basculer du côté pro-américain. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des opérations, quelles qu'elles soient, pilotées par les States sur l'Iran. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai envie de vous dire, c'est ni bien ni mal, c'est la géopolitique, c'est comme ça. Nous, de toute façon, on peut absolument rien faire. On est juste observateur de cela. Et donc, encore une fois, il faut anticiper ça. Alors maintenant, moi, je me demande, parce que là, je pense que les prochains, c'est l'Iran. L'Iran, ça sera plus facile que la Russie. Mais quand ils vont se mettre sur le dossier russe, je me demande comment ils vont faire. Bon, déjà, là, on voit qu'ils essaient d'épuiser clairement la Russie avec cette guerre en Ukraine. Donc peut-être, lorsqu'ils seront affaiblis économiquement et militairement, peut-être qu'ils lanceront des OP de communication ou politique en Russie pour essayer de retourner la population contre le Kremlin. Je sais pas, on verra, c'est impossible de savoir. Ça se trouve, ça marchera pas, ou peut-être que ça marchera, ou peut-être qu'ils auront un autre plan, peut-être que ça viendra d'un événement extérieur. Mais moi, je pense que le régime russe, le régime poutinien va pas tenir. Je pense que l'Iran non plus, le gouvernement iranien va pas tenir longtemps. C'est évident que les États-Unis ne peuvent pas lancer des OP comme ils ont fait au Venezuela en Russie, surtout que ça marcherait pas parce que bon, les mecs, s'ils capturent Poutine, c'est bien, t'as enlevé une des têtes de l'hydre, mais il y en a d'autres, donc ça sert à rien. C'est le régime complet qu'il faut faire tomber. Et pour faire tomber un régime, la seule solution, c'est que ce soit le peuple qui fasse sauter le gouvernement. C'est le seul moyen. Donc, comment ils vont faire, encore une fois, je sais pas. Moi, je pense que les États-Unis réussiront à le faire. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je dirais quand même que, d'un point de vue européen, si on part d'un point de vue européen, il faut faire quand même gaffe aux States, c'est pas nos potes. On a pu voir, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans l'actualité, vous savez quoi, on parlait vite fait. On a pu voir que les États-Unis menacent le Danemark sur le Groenland. Ils veulent des grosses menaces qui sont faites. C'est dangereux d'être ami des États-Unis. Donc, moi, je suis plutôt centré sur l'Europe, parce que je suis moi-même européen. Et ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France et de l'Europe. Donc, mon avis, mon point de vue, c'est que on devrait essayer de construire une paix solide en Europe, entre l'Ukraine, la Russie, etc. Après, là, c'est la première fois que je vais donner mes opinions un peu politiques. Moi, je pense qu'il faudrait que les Européens quittent l'OTAN et qu'on crée un équivalent de l'OTAN, mais à l'échelle européenne. Et sur du long terme, réussir à apaiser les tensions avec la Russie, l'Ukraine et tous ces pays-là, et à faire du business entre nous. Plus intéressant d'avoir l'Ukraine et la Russie de notre côté que contre nous. Donc d'un point de vue purement égoïste, en fait, on a tout intérêt à s'écarter un peu des États-Unis et de se rapprocher un petit peu, je pense, de nos voisins et de construire encore une fois une paix et faire du business ensemble. Nous, on pourrait acheter de l'énergie et des ressources pas chères aux Russes, et nous on pourrait leur revendre des produits manufacturés de haute qualité qu'on fabrique en Europe. Ça peut être un exemple. Mais sur le long terme, je pense qu'il faut quand même réussir à recréer cette paix. Il ne faut pas rester dans ce bourbier qu'il y a actuellement entre les Européens, les Russes et les Ukrainiens. C'est une guerre qui est tragique et qui n'a pas trop de sens à mon avis. Enfin, je veux dire... je pense qu'il faut comprendre les deux camps. Il faut ni être pro-russe, ni être pro-ukrainien. Je pense que les Russes ont déconné en faisant cette guerre contre les Ukrainiens. Ils ont sous-estimé en fait la puissance en fait américaine qui pouvait être en Ukraine. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à perdre autant de plumes.
les pro-russes vont vous dire que non, c'est une promenade de santé, il n'y a pas tant de morts que ça, les Ukrainiens se font laminer la gueule. Non, c'est pas vrai du tout même. Je veux dire, les Russes prennent cher, mais vraiment ils prennent cher. Là, ça va pas bien du tout en Russie. Regardez les niveaux d'inflation et tout, c'est assez hardcore. Donc là, clairement, pour moi, ils auraient pas dû faire cette guerre. Mais en même temps, l'OTAN fout la merde, quoi. En fait, l'OTAN et les Américains foutent la merde pour faire sauter les Chinois. Ils vont s'attaquer à la Russie, ils vont s'attaquer à l'Iran, ils vont s'attaquer à plein de pays. Moi, je pense qu'en tant qu'Européens, on aurait dû tout faire pour faire en sorte, et on devrait mettre en œuvre tout de suite, un plan pour que les Chinois n'aient pas du côté... que les Russes, excusez-moi, n'aient pas du côté chinois, mais qu'ils aient du côté européen. Et le problème, c'est qu'on a tout fait pour que les Russes, excusez-moi, aient du côté des Chinois, en fait. On a tout fait pour que ça arrive. Et maintenant, on en paye les pots cassés. Donc, on devrait quitter l'OTAN. On devrait mettre un peu de distance avec les États-Unis pour pas se faire bouffer par eux. On devrait avoir une politique beaucoup plus centrée avec nos voisins proches et nos frères européens. Et voilà, quoi. Collaborer avec nos voisins. C'est très compliqué tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que ça peut paraître utopiste, ce que je pense, parce que je pense pas que ça arrivera. Hein. Malheureusement, l'Europe, c'est un nain politique, c'est qu'un pauvre vassal des États-Unis, et ça s'arrête là. Puis, plus ça va avancer, plus la Russie finira par être vassalisée par la Chine. C'est la Chine qui tient les BRICS, les gars. C'est la Chine qui tient, on va dire, le contre-modèle occidental, le contre-modèle otanien, quoi. Donc, il faut arrêter de croire que les Russes sont les plus forts, machin et tout. C'est pas le cas. C'est les Chinois, les vrais dangereux, entre guillemets, là, dans cette histoire. C'est les Chinois, les gars. Donc voilà, c'est très compliqué. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, encore une fois, à partager la vidéo si ça vous a intéressé et si c'est susceptible d'intéresser quelqu'un d'autre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une revue d'actualité ou autre chose. Enfin, revue d'actualité, on va attendre un peu avant d'en refaire une. Il faut qu'il y ait des trucs croustillants à se mettre sous la dent, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais on va faire une vidéo prochainement, semaine prochaine, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!